Très bien, merci beaucoup. Ali Morsi, vous restez équipé avec votre micro. Je rappelle à Abdelsamad Merad, bien sûr, à venir nous rejoindre, à Rafiq Hanash et Nordine Jouahra, qui est le CTO Ericsson Algérie-Tunisie. Nous avons aussi le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous M. Hossein Allahoum, qui est conseiller du PDG d'Algérie Télécom. Je vous en prie, veuillez vous installer, voici le panel. Évolution des infrastructures technologiques, cloud, 5G, adoption, bénéfices et bonnes pratiques. Très bien. Le panel est constitué. Je rappelle donc le QR code qui va s'afficher juste derrière moi afin que vous puissiez le scanner et être à l'intérieur de notre plateforme CTO Forum et poser vos questions. Messieurs, il y a énormément de questions, donc je vais laisser les miennes de côté carrément. J'en ai prévu quelques-unes, mais vu le nombre de questions, et on s'y attendait en tous les cas concernant la 5G, je vais essayer de vous les poser les unes derrière les autres. Donc vous allez avoir une bonne petite heure devant vous. Très dense. Alors, première question. Peut-on savoir ou peut-on avoir les détails sur les projets ou le projet de la 5G en Algérie, état d'avancement et pour quand? Et c'est quoi finalement les inconvénients? Alors, qui souhaite se jeter à l'eau? Nous avons les 4 constructeurs avec nous et le représentant d'Algérie Télécom. Merci, M. Al-Hari. Salam alaikum. Vous allez jouer un grand rôle, M. Allahoum, aujourd'hui. Je suis l'intrus. Je suis le seul opérateur ici. Donc voilà. Pour ce qui est de la 5G, ce qui a été fait en Algérie, je dirais, c'est les tests qui ont été faits. Donc les tests pilotes ont été organisés avec les différents partenaires qui sont ici présents. Donc nous avons fait aboutir les tests, je dirais de bout en bout. Maintenant, un grand travail reste à faire. Le travail porte sur l'organisation des fréquences, des spectres de fréquences. Aussi, vous avez parlé d'inconvénients. Bon, le premier inconvénient, c'est le coût d'investissement que ça va engendrer. Donc certainement, il faut vraiment bien penser la stratégie, il faut avoir une vision sur comment on devrait démarrer la 5G en Algérie. Est-ce qu'on va aller en masse? Est-ce qu'on va aller par use case? Bon, je pense que l'idéal serait de... Parce qu'il faut considérer aussi les coûts des terminaux, donc tout ça doit être réfléchi. Ce ne sera pas accessible forcément à tous les citoyens. Donc il serait, pour mieux maîtriser déjà cette technologie et son mode opératoire, il va mieux donc, commencer par des use cases bien déterminés, ciblés, aller peut-être cibler des professionnels, peut-être les zones industrielles, aller vers des cas où pour introduire, par exemple, améliorer certains services en Algérie, tels que la médecine, aller vers des solutions destinées pour booster la médecine à distance ou les traitements médicaux à distance ou la télémédecine. Voilà, je ne sais pas si... D'accord. Je vois mon ami Nordine qui veut intervenir. C'est des questions ouvertes, hein, donc celui qui souhaite rajouter un élément de réponse. Marhaba. Bonjour tout le monde, Nordine Jouahra. Bon, je suis CTO Ericsson Algérie et Tunisie. On a parlé la FEC a parlé de l'évolution de la technologie mobile. Il a commencé par la 2G, par contre, moi j'ai commencé avec la première génération. Donc j'ai travaillé sur le Donc NMT. vous êtes le plus ancien ici. J'ai travaillé sur le NMT. Pour les gens qui n'ont pas utilisé le NMT, c'était un terminal qui se mettait dans une voiture pour quelques personnes. C'était cher. Et maintenant, l'évolution technologique, il faut rappeler des chiffres que FEC avait déjà cités, mon collègue de ZTE a cité. 1,6 milliard en 2023. Ce n'est pas pour juste les entreprises. On sera à 5 milliards en 2028. Donc, la question de poser en Algérie, elle ne se pose plus. D'accord? Le premier jour, on a vu le ministre et dans votre présentation, on est à 48 millions d'abonnés algériens qui utilisent le mobile broadband, avec 10 gigas de capacité.
cette 10 gigas de capacité, si on va à l'écosystème, il va évoluer. Toutes ces applications qu'on en a parlé, ça commence à évoluer, on va en avoir 30, 40, 50 gigas. Ceci nécessite une évolution de réseau rapidement. Donc, la question qui se pose, est-ce qu'on va le faire pour juste les entreprises ou pour l'écosystème? Moi, je dirais c'est pour l'écosystème parce que les opérateurs mobiles ont besoin de capacité de réseau. Le réseau, il va être vite saturé, on le voit aujourd'hui avec la 4G. On a des débits, 40, 50 mégas, mais dans 2 ans, dans une année, on va se retrouver avec 1 mégabit parce que les 48 millions d'abonnés vont devoir absorber 30 gigas par abonné. On était 3 gigas il y a 2 ans, aujourd'hui on est à 40, on est à 10. Dans 2 ans, on sera à 30. Ça nécessite de la capacité réseau. Donc, je dirais qu'il faut vite commencer à déployer de la 5G parce que le spectre de la 5G, il est 4-5 fois plus que le spectre de la 4G. Donc, point de vue capacité spectrale, la 5G va offrir 3 fois plus de capacité du réseau que les opérateurs ont besoin pour satisfaire un peu le besoin des clients. Bien sûr, cette capacité, c'est l'écosystème qui va l'absorber. C'est toute cette digitalisation qu'on est en train d'utiliser pour, comme j'ai vu, le cloud, le jet, les entreprises qui vont se connecter pour utiliser, partager leurs informations sur les data centers. Ça nécessite de la capacité. Tout ça, il faut une infrastructure avec une vision claire. Parfait. Enfin, cette vision claire, il faut la mettre pour 2027, 2028, bien sûr, pour vers un réseau, ce qu'on appelle standalone, pour faire bénéficier les entreprises de tout ce qui est slicing et tout. C'est ça un peu ce que... On pose des autres questions, si vous permettez. Est-ce que le remplacement du réseau fibre par la 5G serait envisageable dans notre pays dans les prochaines années? Vous avez des questions brutes, je les prends, je les pose. Elles sont brutes, les questions. Effectivement. Si je peux me permettre, non, clairement, enfin, du moins c'est mon avis, hein, mes collègues vont peut-être me contredire, mais clairement la 5G ne va pas remplacer la fibre. Par contre, elle offrira encore plus dans les versions à venir des débits, des latences, des performances au moins égales à la fibre. Donc pour nous, la 5G viendra complémenter les déploiements filaires en fait. Donc là où la fibre n'est pas possible, parce que c'est une question physique et de logique, quoi. Quand vous avez accès à la fibre, vous avez tout ce qu'il faut. C'est comme si Clito Habito, puis au final, on va vous remettre une deuxième couche avec un nouveau couscous. Ah non, c'est bon. Donc la fibre, c'est ça. Vous avez la fibre, vous avez la capacité d'atteindre le giga sans aucune difficulté à la maison. Donc quoi faire avec la 5G? Rien, quand vous avez la fibre. Il faut être réaliste. Par contre, il y a des zones isolées, il y a des entreprises, il y a des processus industriels, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas réalisables sur du fixe. Un robot qui se déplace sur une chaîne de montage, vous n'allez pas le connecter avec une fibre, ça risque d'être compliqué. Donc vous allez servir avec un service équivalent, mais en wireless, donc en mobile, et donc 5G, plus tard la 6G, etc. Donc voilà, ça c'est mon humble avis. D'accord. Je rebondis si vous permettez. Bien sûr. Un petit exemple, par exemple en Chine, qui est... Non, vous avez le micro, vous êtes déjà branché, oui. Alors en Chine, là, je pense qu'il y a le plus grand nombre d'utilisateurs 5G, sans fil. Si on considère et vérifie quelle est la proportion de FWA, de services fixes sans fil par rapport aux fixes fibres, on peut voir que pratiquement la fibre elle est à 100%. Puisque l'infrastructure fibre est assez développée et a accès pour tout le monde, c'est-à-dire la 5G ne peut remplacer la fibre. D'accord. Autre question, est-ce que l'écosystème en Algérie est prêt pour la 5G? C'est assez vaste comme question, mais bon. Alors, bon, quand on parle d'écosystème, de quel écosystème on parle? C'est une question qui est très vaste. Donc il y a l'infrastructure qui va faire partie de l'écosystème et il y a aussi, après, les différents acteurs technologiques, les différents fournisseurs, éditeurs de solutions, d'applications et d'hébergeurs, etc. Donc tout ça, j'ai envie de dire, c'est la poule et l'œuf. Qu'est-ce qu'il faut attendre?
qu'est-ce qui doit être prêt pour permettre à la 5G de venir? Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut poser la question, c'est qu'il faut faire venir la 5G pour permettre l'émergence d'un écosystème. Comme on voit en Algérie, la 4G a permis beaucoup de choses que les gens voient au quotidien et permettre à un écosystème de se développer. La 5G également, il faut lancer la technologie qui est de plus en plus mature pour permettre justement qu'un écosystème puisse naître autour. Voilà. D'accord. Bon, une question un peu dans le même sillage. On parle de 5G, nécessité bien sûr d'appareils téléphoniques dernière génération. Ce n'est pas tout à fait le cas en Algérie, on le sait tous. Est-ce vraiment envisageable avec des téléphones qui ne sont pas forcément tous de dernière génération et compatibles génération 5? Je vais continuer. Oui, parce que vous étiez sur la lancée. C'est exactement la même question qui s'est posée au moment du lancement de la 4G. Donc on parle là des terminaux pour le grand public, on ne parle pas des applications. Donc il y avait des terminaux qui n'étaient pas compatibles 4G, il y avait la question du prix de ces terminaux. En Algérie, on peut dire qu'on a un petit avantage de nos inconvénients, c'est-à-dire qu'on ne lance pas ces technologies-là au moment où elles sont lancées en Chine, aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud. Donc on a un décalage de quelques années. Durant ces quelques années, en général, on a les prix des terminaux qui sont compatibles avec la dernière norme, qui sont beaucoup moins chers qu'au moment du lancement, vraiment beaucoup moins chers. Donc ça, c'est quelque chose qui est progressif et qui se fait toujours. Et on voit déjà les prix. Je n'ai pas de chiffres précis, peut-être que mes collègues en ont, mais les terminaux 5G, les smartphones capables 5G aujourd'hui ou en 2019, les prix sont incomparables. Ils sont déjà beaucoup plus bas. D'accord. Quelques éléments de réponse supplémentaires, si vous souhaitez rapporter? Je rejoins mon collègue Affaire que quand on allait lancer la 4G, on se disait que les terminaux étaient à $2 000, $3 000 et tout. Mais réellement, on avait prédit qu'en 2017, un terminal 4G va faire moins de $200 pour le grand public. Aujourd'hui, c'est la même chose. Après 5 ans de déploiement 4G, on voit que les smartphones sont 4G, 5G. On est en Algérie, on est en version iPhone 15, Samsung Galaxy S24 et tout. Donc ces terminaux déjà, ils sont déjà 5G, 5G Advanced même. C'est-à-dire on est en train d'oublier de parler de la première wave de la 5G. Aujourd'hui, il y a des terminaux qui se font 5G Advanced. Ça veut dire qu'ils peuvent faire du 5G Advanced. Donc les terminaux 5G aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir sur l'écosystème, il y a des terminaux à $100. Donc qui sont réellement, après 5 ans de déploiement, ils sont quand même abordables pour le grand public, pour utilisation mobile broadband. Mais par contre, les fonctions avancées, tout ce qui est slicing et tout, nécessitent des terminaux avancés pour les entreprises et tout. Très bien. Donc c'est un peu ça. Monsieur Alain? Pour mon cas, je me prononce sur le mode fixe de la 4G. C'est vrai que la 4G, lorsqu'elle a été lancée, on parlait d'un prix de moins de $100 quand même. À comparer avec les prix actuels qui sont prononcés, j'ai entendu dire tout à l'heure, moins de $300. Moins de $300, ça peut être aussi plus de $200. Donc ça reste, je dirais, inaccessible pour la plupart des citoyens algériens. Donc ça reste quand même une contrainte. Ça pourrait être un frein aussi. C'est pour ça que je dis que normalement on devrait vraiment bien réfléchir à la stratégie et voir quel client cibler au départ. Pour ce qui est de niveau de préparation de l'écosystème, si on parle de la partie infrastructure réseau, l'infrastructure réseau, elle peut maintenant accueillir la 5G à l'aise. Donc nous avons déployé une infrastructure assez robuste, de grande capacité. Donc un réseau, je dirais, conforté. Même la bande passante, en termes de capacité de bande passante, nous avons assez de bandes passantes pour justement accueillir cette technologie, que ce soit au niveau international qu'au niveau national. Donc pour ça, je dirais qu'on est prêt. Maintenant, il reste d'autres aspects liés au spectre de fréquence, liés aussi, je dirais, au-delà du spectre de fréquence, c'est toujours les coûts, le problème. En tout cas, il y a une question un peu dans le même sens, toujours. Oui. Quelle partie de l'écosystème ne répond pas justement à l'avenir numérique en Algérie, à part les infrastructures? Là, on prend la question de l'autre côté.
quelle autre partie de l'écosystème ne répond pas à l'avenir numérique, à part les infrastructures? Si je peux me permettre, c'est une question un peu piège, mais l'infrastructure est... enfin, piège est un grand mot. L'infrastructure est capitale pour la 5G. Et là, je vous rejoins totalement avec la question précédente, où les terminaux et l'écosystème sera capital. Mais il faudra aussi, je pense, dans la réflexion, mettre dans l'équation aussi l'aspect entreprise. J'entends ici et par là la 5G beaucoup pour le grand public, peut-être par... j'entends pas très bien, hein, mais voilà. Et je pense qu'il faut mettre beaucoup plus l'accent sur les entreprises qui vont être les premiers vraiment intéressés par la 5G. Ils auront les moyens en général, hein, donc voilà, les questions de coûts sont quand même un peu moins épineux avec eux. Et à mon avis, là, il y a un gros travail, un gros chantier à faire, aussi bien d'un point de vue infrastructure 5G, comme ce qu'on est en train de débattre, mais infrastructure de transport, mais moyens de connexion finaux, moyens d'exploitation. Enfin, le chantier est énorme. D'accord. Voilà, je pense qu'elle doit être là, la réflexion. Très bien. Alors, OPEX, CAPEX, nettement plus élevé que la 4G. Je ne sais pas si je prononce bien, ça c'est un jargon telco, hein, donc ne m'en voulez pas. Sommes-nous prêts pour des dépenses en capital et en exploitation pour une rupture technologique dont on ne connaît pas encore les avantages? On a des pros dans la salle, ça se voit. Si on considère ça à l'absolu, effectivement, avec la 5G, les CAPEX sont plus élevés, et éventuellement les OPEX aussi. Mais si on regarde un petit peu l'évolution du trafic actuellement, c'est-à-dire d'ici 2, 3, 4, 5 ans, le trafic va atteindre des niveaux, des volumes vraiment faramineux. Répondre à ces besoins d'augmentation de trafic avec la 4G va être totalement non économique. Voilà, les CAPEX vont exploser, les OPEX vont exploser. Du coup, la 5e génération, si on considère le cost by bit, c'est-à-dire le coût par bit ou bien le coût par trafic, elle est nettement plus économique que la 4e génération, éventuellement dans le futur, là où le trafic vraiment va exploser. D'accord. Est-ce que l'obsolescence et la durabilité sont prises en compte dans l'évolution des télécoms par les constructeurs? Obsolescence et durabilité. Je peux prendre cette question. L'évolution des réseaux, vous avez parlé de rupture technologique, d'accord? La question précédente est parlé de rupture technologique. En fait, ce n'est pas une rupture technologique, c'est une évolution technologique. On a parlé de la 2G, 3G, 4G. Les réseaux doivent évoluer conformément aux standards d'une façon claire et nette, avec une vision sur 10 ans. Donc si on a une vision sur 10 ans, on fait des architectures réseau 4G, évolution 5G. Donc du coup, la gestion des OPEX, la gestion des CAPEX, avec le cycle de vie des équipements, devient gérable et on peut voir réellement où est-ce qu'on va investir. Donc rajouter une couche 5G avec des équipements de nouvelle génération qui consomment moins d'énergie pour la sustainability, comme on l'avait vu. Donc du coup, on va réduire les OPEX en termes d'énergie, en termes de gestion, en termes de cycle de vie des équipements. Donc tout ça, si on voit cet écosystème, en fait, le coût du CAPEX, si c'est un CAPEX réfléchi, il va être moins que d'avoir à déployer la 4G pour 3 fois plus de sites. Donc rajouter une couche 5G avec des équipements de nouvelle génération, avec un cycle de vie clair, ça va donner moins d'OPEX et avec une gestion, avec ce qu'on avait vu du AI, avec de l'orchestration et tout, avec toutes les technologies qu'on est en train de voir. Donc le cycle de vie, il doit être vu, d'accord? Et puis pour le pays, travailler sur des équipements qui datent de 20 ans, ça coûte plus cher que de travailler avec des équipements qui sont de nouvelle génération. Aujourd'hui, si on compare un serveur pour faire du data center, moi je me souviens qu'on avait des serveurs qui pesaient 4 tonnes, qui consommaient beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, le même serveur avec 200 fois plus de puissance en termes de processing, il coûte $5 000, $10 000, c'est peut-être 100 fois moins cher. Donc cette gestion de cycle de vie et d'évolution technologique, elle est très très importante. D'accord. D'accord. Oui, bien sûr. Juste rajouter quelque chose sur cette question et sur la précédente par rapport à l'investissement qui pourrait être déraisonnable par rapport à ce qui serait attendu ou qui ne serait pas attendu.
Donc un premier point, c'est qu'il faut quand même garder en tête que ce ne sont pas des investissements publics ou des investissements en infrastructure purement publiques. C'est des acteurs économiques qui éventuellement vont faire ces investissements-là, que ce soit des acteurs privés ou publics, mais c'est des acteurs économiques qui vont faire ces investissements avec un business plan, avec des prévisions de retour sur investissement. Il n'y a aucun acteur économique qui va faire cet investissement s'il pense qu'il ne sera pas rentable, et c'est fait de manière très précise. Les opérateurs font des exercices qu'on appelle CAPEX et OPEX, justement, c'est le TCO, c'est le Total Cost of Ownership, c'est le coût total de cet investissement sur un certain nombre d'années, en général sur 5 ans, et les retours sur investissement qui sont attendus. La deuxième chose, c'est que on voit, par exemple, il y a eu cette question-là qui s'est posée de manière plus aiguë en Algérie quand on est passé à la 4G. Parce que c'est vrai qu'en Algérie, la licence 4G a été attribuée assez vite après la 3G. Donc les opérateurs économiques eux-mêmes, à ce moment-là, n'étaient pas très contents parce qu'ils venaient d'investir en 3G, ils n'avaient pas encore fait le retour sur investissement et ils étaient un peu obligés de faire la 4G, mais ils l'ont fait quand même et c'est quand même un succès. Là, par contre, le délai entre la 4G et la 5G est beaucoup plus important et je pense que dans le cycle naturel, entre guillemets, de l'évolution, c'est quelque chose qui s'impose de plus en plus. Et la dernière chose, il y a le problème technologique, se voit aussi du point de vue du spectre. Parce que quand on voit la 4G aujourd'hui, les ressources spectrales, parce qu'on est dans du sans fil, donc il faut des gammes de fréquences, des plages de fréquences. En Algérie, il y a une difficulté. Les opérateurs, même s'ils veulent investir en 4G, ils n'ont pas. Il y a eu une fréquence récente qui a été rajoutée, le 2300 TDD, mais il y a toujours le réseau va demander plus. Et l'un des chemins pour obtenir de nouvelles fréquences dans son fil, c'est justement la 5G avec les bandes de fréquences fournies par la 5G. Voilà, très bien. Autre question. Est-ce que le lancement de la 5G se fera avec l'extension de la 2G ou 3G? Est-ce que le lancement de la 5G se fera avec l'extension de la 2G ou 3G? Je pense que la question est par rapport à l'investissement, là aussi. Si, à mon avis, la question, c'est si... extinction ou extension? Moi, j'ai extension ici. Peut-être que voilà, la personne souhaitait écrire plutôt extinction. On peut parler des deux, en fait. Parce que si c'est l'extension... Voilà, c'est une erreur qui tombe bien. Des constructeurs, et sans parler au nom de mes collègues, hein. Mais en fait, l'équipement 4G, au moins, en général, est réutilisé pour la 5G. Donc, via quelques optimisations software, quelques changements de paramètres, un investissement minime, vous passez à la 5G sans aucun problème. Par contre, si votre BTS date de 15 ans et que vous avez déployé avec le GSM il y a très longtemps, il y a de grandes chances que vous ayez à réinvestir sur le site en lui-même. Donc voilà. Après, c'était quoi l'autre? L'extinction, on va toujours essayer de téléphoner avec la voix. Hein. Donc il y a des pays qui ont déjà programmé l'extinction, la fermeture des réseaux 2G, rien qu'avec la 4G. Donc voilà. Et des pays du Moyen-Orient, si je ne m'abuse, vont éteindre les réseaux 2G et ça sera plus disponible dès la fin 2024. Donc là, ça approche, quoi. Il n'y aura plus de 2G. Vous allez allumer votre mobile, s'il est simplement GSM, ça ne fonctionnera plus. Donc il faudra absolument passer au moins en 3G, au moins en 4G, mais bon, l'impact n'est pas énorme. D'accord. Donc à mon avis, oui. Ça... Ok, alors les dispositifs IoT nécessitent des normes d'interopérabilité pour fonctionner efficacement sur les réseaux 5G et de nombreuses normes ne sont pas encore bien établies en Algérie. Puisqu'on parle d'écosystème, comment faire? Les dispositifs IoT nécessitent des normes d'interopérabilité pour fonctionner efficacement sur les réseaux 5G et de nombreuses normes ne sont pas encore bien établies chez nous. En réalité, si on parle d'IoT, au contraire, c'est vrai que dans le passé récent, quand on était à la 2G, il y avait parfois l'utilisation simple de la data où il y avait certaines normes, il y avait de nombreuses normes qui pouvaient varier d'une industrie à l'autre, etc. Au contraire, depuis récemment, le nombre ou bien la palette de normes s'est beaucoup réduite et on converge de plus en plus vers des normes de plus en plus conventionnelles dans le monde.
que ça soit déjà utilisable dans la 4G, comme le NB-IoT, et aussi dans la 5G. Donc au contraire, les normes accompagnent ces technologies mobiles et sont de plus en plus bien définies. D'accord. Hossein Alain ou si je peux dire, il ne devrait pas y avoir de normes Algérie. C'est des normes internationales, standards, 3GPP, ITU, sans parler de tout ça. Et elle est là, la référence. Je pense que la 5G doit apporter une meilleure conformité, si je peux me permettre. D'accord. Monsieur Alain? Je pense que la problématique se poserait par rapport aux ressources IP. Rapprochez au maximum le micro, voilà. Donc, elle porterait sur les ressources IP. Donc, IoT, c'est-à-dire c'est un déploiement massif d'objets qui seraient connectés sur Internet. Donc, on manque de ressources IPv4. Donc, il faut passer au IPv6 pour pouvoir justement satisfaire tous ces objets et pouvoir les connecter. Donc, ça pourrait poser problème. D'accord. Alors, la 5G doit servir l'industrie. Est-ce que vraiment elle est faite pour l'usager lambda, sachant que la 4G offre déjà des débits très élevés et couvre largement le besoin des usagers? Si j'ose dire, effectivement, la 5G, elle est mieux conçue comparativement à la 4G pour desservir les industries. D'accord. Mais une des use cases les plus importantes et fondamentales de la 5e génération est le IMBB. Effectivement, la 4e génération offre la connectivité data, le mobile broadband, mais il y aurait une certaine limitation dans le futur. Au jour d'aujourd'hui, il y a des nouveaux services qui émergent. Il y a la réalité augmentée, la réalité virtuelle, c'est-à-dire qui requiert vraiment des niveaux de débit très élevés, des niveaux de latence très réduits qui ne peuvent jamais être satisfaits par la 4e génération ou ne peuvent pas être satisfaits convenablement par la 4e génération. Il y a des nouveaux services de ce qu'on appelle New Video. Maintenant, la façon avec laquelle on regarde la vidéo vraiment a évolué. Voilà, on parle de haute définition, très haute définition, 8K, et en plus de ça, on a de nouveaux, c'est-à-dire il y a des nouveaux terminaux qui vous permettent d'apprécier un film en 3D sans pour autant porter de lunettes. C'est ce qu'on appelle glass free 3D. Voilà. Il y a des nouveaux services pour le grand public qui sont très gourmands en matière de bande passante. Et la 5e génération vraiment répond de la manière la plus économique, si j'ose dire, pour desservir ce genre de service. D'accord. Il n'y a pas que les industries, mais le IMBB aussi. Et la preuve, il y a les 1,6 milliard d'utilisateurs 5G. Un cinquième de la population mondiale. Quid de la 5G et de la nouvelle loi sur la protection des données à caractère personnel? Qu'en est-il au juste? On parle des risques de la 5G et cette loi, précisément. Avez-vous un avis à donner sur ce sujet? Moi, je vais te donner juste un avis qui est peut-être personnel, parce que ce n'est pas un domaine que je connais très bien. Mais quand on parle de la sécurité des données, la protection des données personnelles, dans le cloud, il y a surtout, dans de nombreux pays, et chez nous aussi, la question de où vont aller les données. Est-ce que les données algériennes vont être hébergées en Europe, en Chine, aux États-Unis, etc., ou on ne sait pas où? Donc ça, c'est une question majeure. Et avec un renforcement de notre infrastructure cloud, via notamment la 5G en Algérie, on a au moins la conformité à l'exigence que ces données soient hébergées en Algérie. Voilà. Mais peut-être que les collègues auront autre chose. Oui, allez-y. Je pense que cette loi vient justement renforcer la confiance chez les entreprises, même les particuliers, parce qu'ils vont voir maintenant, ils vont savoir que leurs données sont protégées, et en même temps, ça encourage aussi les acteurs dans le domaine du cloud de développer ce domaine davantage, et justement parce qu'ils sauront donc qu'il y aura des clients preneurs. Actuellement, le problème qui se pose pour le cloud, c'est justement où stocker les données. Est-ce qu'elles seront stockées en Algérie ou ailleurs? Il y a le problème de souveraineté qui se pose. Donc, cette loi, justement, est là pour protéger donc, ces données personnelles et même celles des entreprises aussi, pas que pour les individus. Bien. Alors, une autre question. Bande passante, réseau de backhaul, liaison retour, frontaux, liaison avant, actuelle, peuvent ne pas avoir la capacité nécessaire pour gérer les volumes de données élevés générés par la 5G.
des mises à niveau significatives sont-elles nécessaires? Comment optimiser? Je vous ai dit, il n'y a que des experts dans la salle. Il faut un workshop. Il faut carrément un workshop, oui. Je disais tout à l'heure que Algérie Télécom a déployé... En plus, M. Alain, vous êtes au milieu, ça tombe très bien. Oui, justement, nous avons fait des efforts dans ce sens. Tout à fait. Donc nous avons, je dirais, modernisé toute notre infrastructure sur ces différentes couches. Donc nous avons, je peux dire maintenant que nous avons un réseau conforté, un réseau de grande capacité, capable et prêt à accueillir la 5G en Algérie. Donc pour ça, le problème ne se poserait pas. J'ai dit tout à l'heure que au niveau international, donc en termes de, nous avons sécurisé nos réseaux internationaux en diversifiant les sorties. Donc nous avons aussi une bande passante disponible qui est assez large, qui suffit pour le moment pour prendre en charge. Et elle est évolutive, hein, donc elle est évolutive. Donc en même temps, la répartition du trafic sur les différentes voies à l'international est faite de manière équilibrée. Donc ça nous évitera les problèmes du passé. Donc, même s'il y a un problème sur un lien, donc le reste des liens seront capables de prendre en charge tout le trafic. Donc on ne risque pas de tomber dans des ruptures de service. Au niveau national, donc, nous avons un réseau capable de contenir 14 Tera de volume de trafic qui sont répartis bien sûr sur le territoire national. Donc quand même, un réseau sécurisé et de grande capacité, je pense qu'on est prêt pour la 5G. Ok, on rajoute une autre question. Vous avez des éléments à rajouter? Je dirais que l'évolution des technologies, des équipements aussi, on est en train de voir, par exemple, en termes de processeurs, il y a une guerre, on est en train de parler de 10 nanomètres, 5 nanomètres, 3 nanomètres. Donc cette évolution, elle est faite pour pouvoir que ces équipements puissent donner de la plus grande capacité nécessaire. On était avec des équipements, il dit que 14 Tera. C'est vrai que 14 Tera aujourd'hui, ça paraît énorme. Okay, c'est énorme pour l'Algérie. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, on est en train de voir des équipements, un seul équipement qui peut produire des Tera en termes de WDM de backbone. On passait de 10 gigas, de 100 gigas. Maintenant, on est en train de voir des équipements miniatures qui peuvent offrir des terabytes. Du coup, l'évolution des réseaux n'attend pas. Donc la technologie est en train d'évoluer pour accompagner cet écosystème. Donc du coup, OPEX, CAPEX, cycle de vie des équipements, je reviens à la question de cycle de vie. Donc investir, voir l'architecture des réseaux d'une façon réfléchie avec une ligne directrice. Très bien. C'est très très important. Oui, M. Alain? Juste une chose, parce qu'il y a une ressource aussi qui sera très très demandée lors du déploiement de la 5G, c'est la fibre optique. Donc là, à ce niveau, Algérie Télécom quand même a densifié son réseau de fibre optique, surtout avec l'avènement du FTTH. Nous avons été jusqu'à la distribution. Donc même en termes de backhauling, nous sommes en train de développer des solutions de backhauling basées sur cette technologie FTTH. Nous faisons des tests avec nos partenaires. Donc nous avons des tests qui sont concluants et nous avançons dans ce sens. Très bien. Alors, accord de spectre, l'allocation du spectre pour la 5G est un processus complexe et dans de nombreux endroits, les régulateurs ne l'ont pas encore finalisé ou mis en place de manière efficace. Quel modèle nous inspire-t-il? Bon, je me lance et je vous laisse réfléchir aussi. Allez. Vous allez leur donner plus de temps de réflexion. Bon, pour le spectre, c'est vrai que la 5G a apporté une différence importante par rapport aux générations précédentes. Avant, on avait une certaine gamme de fréquences qui étaient utilisées, ce qui est appelé aujourd'hui le low band ou le mid band, entre le 900 MHz, le 1800 MHz, le 2100 MHz. C'était à peu près à ce niveau-là de fréquence. Aujourd'hui, la bande dominante, il y a un élément qui est assez clair, où il n'y a pas de débat. La bande principale dominante en 5G, c'est la 3,5 GHz, qui est pratiquement adoptée un peu partout dans le monde. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres gammes de fréquences, qu'on appelle les millimeter wave, ou bien les fréquences très élevées, les 20 gigas, les 25 gigas, etc., qui permettent de répondre à certaines applications les plus exigeantes. Mais ces bandes ont aussi des inconvénients parce qu'elles ne couvrent pas facilement des zones étendues. Donc c'est vrai que les choix de bandes
quand on parle des différents choix disponibles, diffèrent d'un pays à un autre et d'objectifs. Ça dépend de l'objectif. Est-ce que c'est un objectif pour l'industrie? Est-ce que c'est un objectif? Mais pour disons pour le départ, pour le premier lancement et pour une couverture la meilleure possible, en général, il y a la bande du 3.5 qui est sur laquelle il y a à peu près un accord. Et bien sûr, je reviens sur l'extinction, l'utilisation des bandes déjà utilisées par la 4G, par la 3G. Donc l'un des drivers de l'extinction, par exemple la 3G dans certains pays, c'est de réutiliser ces bandes-là pour la 5G progressivement. D'accord. Je rajoute ce que je viens de dire à faire. Je pense que la question était aussi sur le coût du spectre que le régulateur doit faire payer aux opérateurs. Et c'est ça exactement le vrai challenge pour lancer une technologie. Quand il y a eu le 2300 par exemple, le régulateur, est-ce que les opérateurs devraient payer le coût des 40 MHz? En Europe, on a vu que l'octroi des licences et tout ça causait des œufs de la tête. Par exemple, les opérateurs en Italie, ils ont dû payer beaucoup d'argent pour les spectres. Et si c'est le même cas, je pense que les opérateurs mobiles ils vont avoir une réticence pour payer ce spectre. Allez, une petite question grand public, parce qu'on a eu droit quand même à une technicité high level. Hein. Est-ce qu'il est vrai que la 5G nuit à la santé? C'est vrai que c'est un débat qui tourne depuis un certain nombre d'années. Ben là, tout le monde se regarde. Je dirais que l'onde électromagnétique... Ne nous faites pas peur, messieurs. Depuis tout à l'heure, on essaye de Je dirais que l'onde bien sur la 5G. électromagnétique, étant physicien et tout, c'est connu, c'est un débat de la 2G, 3G, 4G, 5G. Le spectre est le même. Le spectre est le même, 3.5. Comme l'affaire disait, utiliser les low band pour la 4G aujourd'hui, sera utilisé pour la 5G. Donc, point de vue physique, c'est la même chose. Donc, les tests qui sont en train de se faire, c'est pour la 4G ou la 3G, c'est la même chose pour la 5G. Vous baignez dans la 5G, vous, ça va? Puis, il suffit de faire les calculs, quoi. La puissance pour être un peu technicien, et puis il n'y a pas plus de danger entre parenthèses qu'avec la 4G ou la 3G. Après, si on monte en fréquence, oui, peut-être qu'il y a des choses à voir. Mais évidemment, en tous les cas, je parle en nom de Nokia, tout ça est bien réfléchi et bien calculé. Et évidemment, la santé est au cœur de tous les développements. Tout comme l'écologie. Est-ce que la 5G algérienne sera déployée avec un cloud core network ou bien en mode hybride NSA? On revient à la technicité. Et il reste ça, encore. C'est une question technique et je dirais que... C'est très technique. Donc, il est clair que j'avais dit qu'il faut avoir une évolution. Radio, c'est clair, on a parlé beaucoup de fréquences, mais la chose la plus importante pour un réseau 5G aussi, c'est le cœur de réseau. L'évolution du réseau existant aujourd'hui doit évoluer en NSA pour que l'opérateur puisse faire rapidement son retour d'investissement et la mettre rapidement dans les ciments dans un an. Et puis avoir un réseau SA, ce qu'on appelle un réseau autonome de plus grosse capacité, qui sera utilisé pour les entreprises. Le réseau entreprise nécessite un réseau SA. C'est ça la différence. Alors, est-ce qu'il y a une demande éminente d'un secteur bien précis concernant des besoins spécifiques en 5G? Un secteur en particulier? On dira l'industrie de manière générale, déjà depuis qu'on en parle. L'industrie et le public safety, je dirais. J'ai vu certains appels d'offres sur le public safety où ils ont essayé de lancer carrément l'équivalent de l'évolution de ce qu'on appelle TETRA, les réseaux privés pour devenir un réseau 5G avec du push-to-talk et tout. Très bien. Alors une question un peu difficile. La 5G pour un pays comme l'Algérie, est-ce évident, pays continent? La 5G pour un pays comme l'Algérie, est-ce évident, pays continent? En matière d'étendue? Oui, oui. Elle n'est pas plus grande que la Chine, je pense. Alors, sur l'aspect technologique de couverture, l'aspect technologique vraiment est très, très, très mature. Les solutions, que ce soit radio, corps, transport, il y a une certaine maturité qui a été démontrée lors des déploiements des plus de 300 réseaux commerciaux dans le monde. Alors là, je ne vois pas pourquoi l'Algérie ne pourra pas en bénéficier. D'accord, ok. Oui, vous voulez rajouter, bien sûr, on va faire. Je voudrais ajouter quelque chose je pense qui est très important, la progressivité du déploiement.
C'est certain que déployer un réseau 5G en Algérie, c'est ni en 3 mois. Si on parle de tout le territoire, c'est ni en 3 mois, ni en 6 mois, ni en 1 an. D'accord. D'ailleurs, le premier lancement de déploiement de la 2G a pris des années. Si les gens se rappellent, les premières années, on pouvait appeler juste dans certains endroits, dans les centres-villes. Ensuite, quand il y a eu la 3G, quand il y a eu la 4G, pendant des années, il y avait la 4G dans les centres-villes, il y avait certaines villes qui n'avaient pas du tout la 4G. Donc l'avantage, mon ami de Nokia a parlé tout à l'heure de l'évolutivité des équipements qui peuvent évoluer d'une technologie à l'autre, mais aussi il y a l'interopérabilité dans les réseaux. C'est-à-dire qu'en intégrant la 5G, la 4G qui est là continue à fonctionner. Donc la 4G couvre tout le pays et la 5G va progressivement couvrir de plus en plus de parties du pays une fois qu'elle sera lancée. Et tout cela sera quasi transparent pour l'utilisateur. D'accord. Comment la 5G pourrait-elle transformer des secteurs clés de l'économie, tels que l'agriculture, la santé, l'éducation, et quelles mesures doivent être prises pour assurer une adoption réussie? Alors, on parlait d'industrie tout à l'heure, mais il y a aussi des secteurs comme agriculture, santé, éducation. Bon, c'est vrai que c'est une question assez vaste qui demande... Et c'est pas à 17h qu'on va un peu développer ça. Si c'est pour En 2 mots, au moins le secteur de la santé qui est aujourd'hui capital. Il y a au moins, si je peux me permettre, il y a au moins deux... Vous avez cité tout à l'heure un certain nombre de secteurs, justement. Il y a au moins 2 réponses assez claires et je pense très concrètes, y compris chez nous. La santé, tout ce qui est santé à distance, bon, on le sait tous, c'est pas un secret personne. Il y a des fois des difficultés pour les gens de se déplacer, surtout quand ils viennent de loin, dans le sud, etc. Et les temps d'attente sont relativement élevés. Avoir accès à ces patients à partir de centres qui sont très loin, voire même les soigner à distance, voilà, c'est un cas concret qui impacte la santé et la santé publique, donc c'est très capital pour le pays. Et quant à l'agriculture, il peut y avoir plusieurs analyses qui sont basées sur certains mécanismes pour évaluer la récolte, l'évolution de la récolte, les temps auxquels il faudra justement mettre plus de graines ici que là, et tout ça grâce à des procédures visio, analytics, voire AI, qui vont analyser la zone. Quelle est la puissance radio des équipements 5G ? C'est vous les experts. Le fait d'avoir 4 constructeurs en même temps, c'est assez rare quand même, hein, n'est-ce pas? Voilà. Je pense que dans les annales... Je ne sais pas si on parle de puissance de transmission, mais il y a plusieurs types de solutions, plusieurs types de modules radio, massivement MO, etc. Ça varie, ça peut atteindre les dernières solutions, atteindre les modules qui peuvent combiner de bandes les 600 watts, mais je ne pense pas que c'est la... Est-ce que c'est la puissance en termes de watts? Mais si on parle de la puissance en termes de débit, on peut dire que la 5e génération offre un débit nettement supérieur par rapport à la 4e génération. C'est de l'ordre de 5 fois plus important. Et de la 5.5G, on parle de 10 fois plus de débit que la 5e génération. D'accord, oui. On ne parle pas de puissance. Hein. Pour un réseau, on ne parle plus de puissance. On parle de design réseau et puis avoir des réseaux avec des modes de calcul spécifiques en termes de dBm et tout. Donc faire un réseau, ce n'est pas jeter des puissances comme ça, parce que les puissances, c'était de la technologie analogique aujourd'hui. Hein. Maintenant, on fait des réseaux avec une gestion de puissance claire, faire un design clair et tout, et donner le niveau de signal nécessaire pour qu'on puisse avoir les couvertures nécessaires. Ce n'est pas une question de différence de puissance entre équipement et équipement. Moi, je pense que la personne qui a posé la question sur la santé, c'est elle qui a posé la question sur la puissance aussi. D'accord. Très bien, suivez mon regard. On en a quasiment fini. Il y a une toute dernière question qui me fait sourire. À quand la 6G? Bon, d'abord, une frohama à la 5G, ensuite, n'est-ce pas? Mais quand même, la personne a osé poser cette question. Merci, applaudissements pour ce très, 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 très beau panel. Le tout dernier, c'était la toute dernière session. On vous remercie en tous les cas, vous êtes restés quasiment jusqu'à 17h. Merci à toutes et à tous d'avoir pris part à cette 2e édition du CTO Forum ici
au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, avec l'ensemble des conférenciers, une cinquantaine au total, 10 sessions, énormément d'échanges, et puis un streaming qui a permis à énormément de personnes de nous suivre en direct sur LinkedIn, sur Facebook et sur YouTube également.